Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e webinaire consacré aux cadres santé sociaux de la Fédération. On s'excuse pour le petit démarrage, problème technique, on est en direct avec vous et ce qui vous permettra d'ailleurs de poser vos questions ou vos réactions en direct avec nos invités. Aujourd'hui, on a décidé de consacrer ce 4e webinaire au management, notamment au sein des établissements pour personnes âgées. Alors on l'a appelé Innovation managériale en EHPAD, vous verrez. Nous allons présenter une méthode qui n'est pas si nouvelle que ça auprès de la petite enfance, mais appliquée aux personnes âgées, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 600 000 personnes à peu près en France qui résident au sein de nos EHPAD. Ce sont des véritables lieux de vie et c'est des établissements qui sont en première ligne sur notre modèle social, le vivre ensemble. En effet, chacun de nous sera confronté à un moment ou à un autre à devoir accompagner un proche au sein de ces établissements. Leur donner des conditions d'accueil dignes est un devoir d'humanité. Pour ces conditions d'accueil, on a besoin, et ça ne se fera qu'avec les personnels de cet établissement, et comment on va essayer de travailler cet après-midi, comment leur donner envie de travailler dans cet établissement, comment les aider à pouvoir exercer aussi leurs droits et leur donner des conditions de travail intéressantes. Une des pistes que nous ouvrons aujourd'hui, c'est effectivement d'aller vers des managements innovants, des managements qui permettent effectivement à chacun de libérer la parole et de pouvoir travailler ensemble des projets partagés. Pour cette présentation, justement, nous avons invité Estelle Lobin, qui est cadre supérieur au centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre, oui, c'est en Normandie. Bonjour Estelle. Vous allez nous présenter l'application de la méthode Montessori au sein d'une communauté d'EHPAD. Je m'excuse, je suis un peu grippé. Et les bénéfices que vous en avez tirés. Tout à fait. Pour discuter avec vous, nous aurons Philippe Patry, qui est ancien directeur d'EHPAD, récemment à la retraite, mais vous continuez à enseigner au sein d'écoles de management en santé. Et vous nous direz un peu, effectivement, quand on parle d'innovation managériale, quels sont les leviers à prendre en compte, quel est le triptyque, vous nous avez dit tout à l'heure, de données à faire en sorte pour que ce soit aussi bien gagnant-gagnant, autant pour les professionnels que pour les usagers. Puis nous aurons Fabien Allais. Fabien Allais, vous êtes secrétaire fédéral en charge notamment de la branche lucrative de ce secteur des personnes âgées. Et vous êtes ancien aide-soignant, vous êtes à cœur de travailler avec les organisations patronales et syndicales pour permettre effectivement un accueil dans un bon dialogue social au sein de ces établissements et de les pérenniser dans nos différents territoires. Vous nous expliquerez un peu la vision de la CFDT et nos attentes vis-à-vis de ce secteur. Enfin, nous accueillerons, elle est en route pour nous rejoindre, Anne-Florence Quintin, qui est secrétaire nationale de la CFDT Cadre en charge des questions de l'emploi. Elle est également responsable de l'Observatoire des cadres et du management, spécialiste un petit peu dans tout ce qui est cette nouvelle façon de travailler, une nouvelle mise en place managériale, et elle nous ouvrira vers les autres champs d'activité, vers d'autres secteurs où là aussi on voit que ces innovations managériales portent leurs fruits et permettent aux cadres notamment de pouvoir exercer leur métier en toute confiance et en progressant dans leur carrière. Donc pour commencer, écoutez, je vais vous passer la parole, Estelle, et vous allez nous présenter la méthode Montessori. Je rappelle qu'on est en direct, vous pouvez tout à fait poser vos questions en direct. Ici, pas de parole de bois, vos questions seront prises en compte et on vous espère passer un bon moment. Et je suis accompagné de Norbert Marteau, mon collègue, et de Julien, son stagiaire, à la technique. C'est à vous, Estelle. Merci Guillaume, merci pour cet espace de partage et d'échange autour de cette thématique qui nous relie aujourd'hui. Donc l'idée était de vous présenter de manière succincte parce que si on devait être un peu plus dans le détail, ce qui serait passionnant, on y passerait beaucoup plus de temps. L'idée était de permettre un développement professionnel et un pouvoir d'agir à tous les acteurs qui interviennent au sein de nos EHPAD. Aujourd'hui, je vous présente un retour d'expérience sur trois EHPAD qui sont reliés au centre hospitalier où je travaille. Et donc, je vous présente de manière succincte, dans un premier temps, ces établissements, le point de départ, l'état des lieux des organisations qui vont permettre de poser les bases du changement dans lequel on s'est engagé. Et puis, le support qu'on a utilisé, qui était la philosophie Montessori, parce qu'on était en perte de sens, effectivement, et la direction a un peu suivi l'élan en se disant si on pose les bases de quelque chose, d'une philosophie de soins, on va probablement nous relier autour de la même cause et aider à avancer dans les changements. Alors cette installation de cette méthode a donné des impacts sur le management
Et puis enfin, je vous parlerai de demain, parce que demain est déjà aujourd'hui, et on est en train d'y travailler et de le construire. Donc, succinctement, la présentation des établissements qui représentent 404 lits dans le sud de l'Eure, reliés au centre hospitalier de Verneuil. Et ce sont 2 établissements qui sont rénovés. Le dernier sera la vannerie, puisque Breteuil a connu des travaux. Voilà, son importance, vous verrez au niveau architectural, d'avoir des structures qui soient lumineuses, qui permettent un développement aussi des accompagnements un peu dépoussiérants. Donc, pour commencer, un état des lieux, pour partir des bases et du constat qu'on a effectué effectivement sur les EHPAD. Donc, on a observé une perte de sens dans l'accompagnement des personnes âgées. On n'est pas sans connaître l'actualité et les dénonciations de tout ce qui se fait et qui est effectivement un scandale. Mais du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans l'accompagnement? En quoi on a besoin de rénover cet accompagnement? Ce sont des soignants qui étaient usés, qui avaient 15 personnes à accompagner chaque jour, qui étaient des personnes âgées, arthrosiques, en difficulté de mouvement, effectivement, et une injonction de faire tous les soins avant le repas du midi, qui allait suivre ensuite d'autres soins et une journée rythmée par un déroulé de soins et la personne âgée traitée comme un objet plutôt qu'un sujet. Donc, on a observé un manque de personnalisation, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on a pu en échanger en fin de matinée, le jour de la douche était quasiment le même pour tout le monde. Et on effectuait donc selon une planification qui convenait bien aux soignants à peu près, mais qui convenait surtout pas aux personnes âgées. Alors, pour des détails, les protections étaient inadaptées, les vêtements étaient mis sous les vêtements de ville, les vêtements de nuit sous les vêtements de ville, ce qui permettait une impression de gagner du temps, de protection l'une sur l'autre pour dire j'en enlève une et après j'en enlèverai l'autre. Voilà, un taux d'absentéisme qui frisait les 12%. Et puis, notamment cette expérience, parce que j'ai eu la chance de la vivre, c'est que l'équipe était en burn-out et pleurait quasiment tous les jours dans les couloirs. C'est-à-dire que quand vous avez du travail, vous voyez plus pourquoi vous êtes là et que vous venez chaque jour pour obtenir un salaire, eh bien la charge elle est insupportable. Donc voilà, le constat de départ était celui-là. Donc en alertant et en réfléchissant avec la direction, et puis au gré des rencontres, on a pu bénéficier d'un premier apport, c'est-à-dire la formation des encadrants à la philosophie Montessori par un organisme. Et là, on s'est dit effectivement, il y a quelque chose à voir avec ça, c'est-à-dire on se base sur des capacités restantes de la personne âgée et non plus sur ses besoins perturbés comme on l'a appris dans les écoles. Et ça a révolutionné en fait notre vision et notre façon de voir l'accompagnement. Donc succinctement, parce que si on devait tout détailler, ce serait beaucoup chronophage et inutile dans notre échange d'aujourd'hui. Donc Maria Montessori a appliqué cette méthode pour les enfants dans un premier temps. Et elle permet un encadrement, enfin un accompagnement en apportant un cadre participatif et collaboratif. C'est-à-dire, si vous êtes dans un lieu de vie et vous êtes âgé, vous avez des capacités qui font que vous pouvez faire beaucoup de choses tout seul. Mais si je commence et je vous prends en soin, comme on le dit, et que je vous prive de ces capacités, vous allez rapidement ne plus en avoir du tout. Donc l'idée que nous dit Maria Montessori, c'est aide-moi à faire seule. C'est-à-dire, mets tout en disposition pour que je sois en capacité, jusqu'au bout de ma vie, à réaliser les actes autour de mes soins, de ce qui me permettent de m'épanouir. C'est ensuite Cameron Camp qui va adapter cette philosophie auprès de la personne âgée, c'est un psychologue. Et du coup, il poursuit ce travail en s'appuyant sur donc, les capacités préservées. On a une perspective positive. C'est-à-dire qu'on vous accueille quand vous avez 97 ans dans ce lieu de vie que sont les EHPAD. Et on ne vous dit pas, bon, dorénavant, on viendra vous faire votre toilette à 8 heures. Ensuite, vous aurez votre traitement, une prise de sang à 6 heures si vous êtes dans la planification de l'infirmière. Et ensuite, on vous emmènera en activité parce que même si ça ne vous intéresse pas, en fait, ici, c'est important que tout le monde fasse une activité. Eh bien, on n'en est pas là. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe pour vous et quelle est votre vie, quel est votre projet pour le reste de votre vie ici avec nous. Et on va vous donner envie de vous lever chaque matin, en fait. On ne voit plus autre chose qu'il nous dit, on ne voit plus la démence comme un handicap.
enfin, on le voit comme un handicap et pas comme une maladie. Ça change beaucoup la perspective et c'est l'importance des mots qu'on emploie pour définir les choses. Ça aussi, dans cette méthode, on apprend aux soignants à avoir cette vision et ce vocabulaire commun. Donc si on reprend depuis le début, un constat de grandes difficultés pour les accompagnements, au niveau managérial, une difficulté pour entraîner ces agents à être créatifs, à avoir envie et à mettre de la vie. Et donc cette découverte de la philosophie Montessori. Donc l'encadrement et la direction se disent c'est parti, on met le pari, 3 jours de formation pour chaque agent. On va changer les sites de formation, c'est-à-dire que les 2 autres sites viendront sur un même site sur une année et ainsi de suite pour être dans une transposition effectivement et un partage d'expérience. Et puis, la formation devient quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, on vous recrute, on vous explique qu'ici, les soins seront différents, que l'approche de la personne âgée, elle est basée sur ses capacités restantes. Et qu'en fait, ces personnes-là ne seront pas des objets, mais des sujets. Et donc, vous vous engagez à ça. Donc, on vous fait signer une charte également. Je m'engage à respecter la personne âgée, à suivre son rythme, à accepter le refus de soins. Donc, on a aussi ouvert cette porte. C'est-à-dire l'infirmière qui, au début, arrive et veut faire la prise de sang, bah, la personne âgée a la capacité de dire non. Et on va entendre ça. C'est-à-dire que j'ai 97 ans, votre prise de sang, je m'en fiche, quoi, en fait. Ça ne va rien changer à ma vie, ça ne va pas me permettre de vivre plus longtemps. Et ben, on réfléchira ensemble avec le médecin si on a utilité de le faire. Et ça a fait écho aussi dans les régimes alimentaires, ça a fait écho il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Donc, je reprends sur la formation, un seul organisme choisi. Et puis la formatrice sera la même pendant 2 ans, c'est hyper important. Elle va nous insuffler cette dynamique et elle, quand elle vient en formation, elle est immergée dans l'établissement pendant 3 jours. Et au total, sur les 3 EHPAD, on en est à 335 agents qui existent, 195 formés. À cette époque, on est donc en 2020. Et les personnes formées imprègnent les autres. Ça, c'est aussi hyper important. C'est-à-dire que la philosophie nous dit aussi qu'on arrête d'expliquer, de démontrer, de faire des grands exposés sur ce qu'on doit faire, mais on montre l'intérêt. Et ça veut dire que l'encadrant, le cadre, il est aussi dans cette dynamique. Pour vous dire ça, c'est que quand je suis arrivée dans cet établissement et qu'on a mis en place cette philosophie, je me suis dit, bah, arrête de rabâcher la même chose aux agents et va l'incarner sur le terrain. Et donc, la prise en soin, pour une personne, par exemple, on avait une dame qui se levait très tôt à 4 heures. Et donc, on a demandé à l'équipe de nuit de suivre ce rythme, lui proposer un temps de toilette et de douche le matin à 4 heures, puis ensuite de dérouler l'accompagnement, petit déjeuner. Donc, l'opposition des agents a été levée parce que je suis venue à 4 heures du matin et que j'ai expliqué l'intérêt et je les ai accompagnés sur le terrain en montrant plutôt qu'en m'expliquant. Juste une question, les 355 agents, c'était des groupes confondus dans la formation? Complètement, mutualisés. Mutualisés? Complètement. L'idée, c'était de faire venir chacun des différents EHPAD. Toute typologie de... Toute typologie. C'est-à-dire que l'idée, c'est du directeur à l'agent hôtellerie, au cuisinier, etc. Tout le monde doit s'imprégner de cette philosophie. Est-ce que les médecins ont pu y participer également Alors, les médecins ont été sollicités. On est en cours de les apprivoiser. Et on n'a pas réussi encore. Mais en tout cas, on leur montre les intérêts. On a lutté pour le port de la blouse, qui est aussi un effet dont je vous expliquerai tout à l'heure la mise en place. Parce que lui, quand il a vu les gens habillés en civil, il était extrêmement choqué. Et voilà, l'infirmière hygiéniste, hein, qui n'est pas connue pour son ouverture funky en termes d'hygiène et de port de la tenue, etc. Donc ça a été vraiment des discussions, des échanges. Et donc pour vous répondre à votre question, le médecin n'est pas encore complètement imprégné. En tout cas, les 351, enfin les agents qui sont recrutés, les 195, ça a permis de souder une équipe un peu Alors, effectivement, on a commencé aussi en système comme un laboratoire dans un site qui était une unité protégée. On a donc formé l'ensemble. Et ensuite, une fois qu'ils ont été convaincus, on les a emmenés dans les autres sites. Donc, c'est eux qui parlaient aux autres, à leurs pairs. Et donc, il y a une transmission comme ça de vérité et d'authenticité, parce que si je l'ai éprouvé et je peux vous en parler et je suis convaincue, je vais vous emmener en fait. Donc en fait, voilà, ça nous a permis de pouvoir diffuser, de pouvoir essaimer cette philosophie, notamment dans le port, je vous en parlais il y a quelques secondes, de la tenue professionnelle. On s'est aperçu qu'en enlevant la blouse, on avait une proximité, notamment avec les gens qui sont déments.
Et en fait, la blouse freinait les soins, générait de l'agressivité, de l'opposition. Effectivement, ils se sentaient en danger. Donc on a objectivé ça, on a fait des évaluations NPIES, évaluations neuro, pour vraiment objectiver cette mise en place. Et ensuite, on a vu une baisse de l'agressivité, une plus grande proximité avec la personne qu'on accompagnait, et ça nous a encouragés à poursuivre. Et les agents qui étaient perdus dans le sens, perdus dans pourquoi je suis là, ont retrouvé cette dynamique. Ils ont eu envie, ils sont devenus créatifs, ils ont proposé des tas de choses. Aller au restaurant quand vous avez des troubles d'Alzheimer, c'était impensable à l'époque. Eh bien, on a poussé ces barrières. On a invité des familles pour des repas où tout le monde participe et on fait tous la cuisine à la vaisselle. On a imaginé beaucoup de choses, de l'encadrement jusque dans les soins, des temps de café partagés. Par exemple, je pouvais planifier un échange avec un monsieur dont je me souviens encore, ancien coiffeur, on avait établi un rendez-vous, j'allais le chercher, on allait prendre un café ensemble. Voilà, favoriser les moments sociaux et toujours cette idée de montrer l'intérêt de cette philosophie. Donc les grands principes, si je devais vous en donner quelques exemples, ce serait de redonner à la personne un sentiment de contrôle sur sa vie. Qu'est-ce qui est catastrophique quand on confie une personne âgée dans une institution, c'est de lui enlever toute capacité de choisir. Donc on a mis en place les selfs pour qu'ils puissent choisir au moment du repas. Ça a favorisé l'entraide à table, ça a créé du lien social. On a aussi créé des comités, donc ils ont des comités d'habitants, puisque les résidents ne sont pas des résidents, ce sont des habitants. Et donc ils ont des petits moments de partage où ils discutent de tout. Et ils vous démontent les animations. En fait, on ne veut plus d'animation de coloriage, on n'a pas 2 ans et demi, donc on veut des vraies animations. On ne veut pas être en animation toute la journée. Quand on était chez nous, on n'était pas au cirque Pinder H24. Voilà, donc on a un petit peu travaillé avec eux et je peux vous dire que c'est décoiffant parce que quand on vient vous critiquer tout et chaque chose que vous proposez, c'est un petit peu déstabilisant. Bon, voilà. L'engagement des activités porteuses de sens pour la personne, c'est pourquoi je vous parlais du coloriage. Ça devrait ne plus ou peu exister maintenant. Redonner une place et un rôle social. Donc là, vous voyez sur la diapo une personne à qui on a demandé de s'occuper de la distribution du courrier, en fait. Et elle a dit d'accord, si je peux me créer une petite enveloppe moi-même qui me représente la poste, ça donne du sens pour moi à cette fonction. Et du coup, elle s'est fait sa petite enveloppe et elle distribue le courrier. Sauf qu'on a eu l'administration un petit peu sur le dos, entre guillemets, qui nous a dit non mais alors là, c'est hyper grave, elle va toucher aux factures des uns des autres. Voilà. Bon, on a pesé. Aussi dans cette méthode, c'est quel est le risque, quel est le bénéfice. Qu'est-ce qu'on prend comme risque à donner la facture du portable de madame à monsieur? Enfin voilà, ça s'est très bien passé, il n'y a jamais eu de problème. Et puis, donc le rôle social, c'est important. C'est pourquoi je me lève le matin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand j'ai 0 objectif dans le jour qui va suivre, je n'ai pas forcément envie de me lever. Quand j'ai 97 ans et que j'ai des douleurs partout, c'est encore moins vrai. Donc là, on leur dit, si vous êtes OK pour nous aider, demain, on aurait besoin de vous pour mettre la table. Demain, on aurait besoin de vous pour distribuer le courrier, pour plier le linge. Voilà, là où ça fait sens pour vous. Donc on a retrouvé des habitants qui étaient debout le matin de bonne heure pour distribuer le courrier parce qu'ils se disaient sans moi, ma voisine elle n'aura pas la petite carte de ses petits-enfants. Et puis la dame qui met la table, si moi je ne me lève pas, ils ne pourront pas manger ce midi. Enfin, voilà, vous voyez toujours l'idée de responsabilité mais de valeur. Et puis on a aussi créé des animations, transmission intergénérationnelle, tout ça c'est peut-être des basiques mais qui sont réels. Si je fais la lecture à quelqu'un, je raconte mon histoire. À mon époque, l'école c'était comme ci, comme ça. Voilà, on a vu des gens qui étaient complètement repliés, revivre, reprendre goût à la vie. Et c'est pas du discours plaqué, c'est une réalité en fait. Et puis enfin, éviter la réponse médicamenteuse devant les troubles du comportement, c'était une vraie problématique. Les gens qui sont Alzheimer, notamment, qui sont quand même chargés en neuroleptiques pour être posés, et je suis un petit peu violente en disant ça, dans un coin, pour éviter de crier, de taper dans les murs ou de frapper les autres. Voilà, c'était aussi une idée de trouver des solutions d'accompagnement. Alors, ce n'est pas révolutionnaire. On a parfois accompagné des gens vers d'autres structures qui étaient plus adaptées à leurs troubles. Mais on a aussi résolu parfois des angoisses massives et donné du sens à leur place ici. Donc ça, c'était assez agréable. Enfin, pour vous donner des concrètes phrases clés de cette méthode, c'est tout ce que tu fais à ma place, c'est que tu me l'enlèves.
Et ça, dans le milieu soignant, c'est une révolution. Parce que notre rôle, c'est de pouvoir suppléer aux souffrances, aux difficultés. Et en fait, dans l'accompagnement des personnes âgées, on est délétère plutôt qu'aidant. Donc c'est important de le savoir. Aide-moi à faire seul avec les mains. Et ça, c'est plutôt Maria Montessori qui le disait pour les enfants. Mais ça s'est révélé authentique auprès des personnes âgées. Et puis, elle nous dit aussi le vrai accompagnement est une tâche mutuelle qui exige de la patience, de la considération et de la bienveillance. Alors ça, c'est dans notre charte. Quand vous venez travailler chez nous, vous vous inscrivez dans cette dynamique. Sinon, on vous accompagne pour voir autre chose. Apprendre à laisser les personnes faire seules, ne pas faire à leur place. Et puis, chaque interaction, c'est une super opportunité de donner du choix et du contrôle à la personne. Alors, parfois, ça marchera, parfois, ça ne marchera pas, mais au moins, vous aurez essayé. Et puis, on s'est basé sur ces valeurs dont je vous parlais, confiance, respect, dignité, égalité, qui ne sont pas des valeurs plaquées, mais qui se concrétisent en réalité. Oui, parce que la personne elle a le droit de s'engager comme elle a le droit de se désengager. Il y a des gens qui ne sortent pas de leur chambre, ça c'est une réalité. Mais on aura fait l'effort d'y aller, on aura demandé son avis, on renouvelle tous les jours et on dit ok, sous quelle forme, juste un petit passage dehors, juste une visio avec votre famille. Le but c'est d'éviter l'isolement en fait. Mais chacun est libre jusqu'au bout de sa vie, même quelqu'un qui est dément. On a des moyens de connaître son avis. Donc voilà, par rapport aux rôles sociaux, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cette dynamique de transmission, en fait, cette génération de personnes âgées, elle a quand même un rôle de transmission dont on ne se sert pas, qu'on a oublié. Et en fait, là, on s'est dit, comment on va leur permettre ça? Donc, on leur a proposé d'intervenir au sein des écoles d'infirmières, d'aides-soignants, et d'expliquer ce que c'est que l'accompagnement d'une personne âgée au sein d'un EHPAD. Quand on est aide-soignant, moi j'aurais adoré ça dans ma formation, que ce soit quelqu'un qui le vive, qui vienne m'en parler en fait. Et donc les premières interventions, là vous voyez une dame qui est une vraie personnalité dans nos EHPAD, qui est présidente de CVS, qui est très active et qui ne voit quasiment plus rien. C'est un détail, mais qui est important, c'est-à-dire qu'elle nous dit souvent qu'elle ne sert plus à rien parce qu'elle ne voit plus rien. Et là aujourd'hui, elle sert, elle se sent utile parce qu'elle peut transmettre. Et donc, elle intervient au sein des écoles d'aides-soignants et elle répond très clairement aux questions en leur disant vous ne m'appelez pas mamie, vous ne me tutoyez pas parce qu'on ne se connaît pas. Mais par contre, j'adore que vous m'expliquiez ce que c'est que votre vie. J'adore que vous m'expliquiez le bonheur que vous avez à retrouver vos enfants, les problématiques que j'ai connues. J'adore vous expliquer ce que c'est qu'une personne âgée, ce que l'arthrose signifie pour moi. Vous l'avez appris à l'école, mais en concret, ça donne ça. Que la douche l'après-midi, ça peut être génial sur un bain thérapeutique, que tout le monde ne se lave pas à 6 h du matin. Que moi je peux aimer le bain le soir, que si vous venez dans ma chambre au moment du coucher, que c'est plutôt chouette si vous êtes calme et que vous prenez le temps de me raconter certaines choses. Enfin, voilà, elle est dans cette transmission, ce qui est hyper riche et pour elle, parce que quand elle revient, elle peut transmettre aux autres dans leur comité des habitants. Et puis pour nous, parce que ça donne véritablement du sens. Et en fait, on avait aussi ce double effet de susciter de l'attractivité. Et en fait, on a beaucoup d'étudiants qui viennent ensuite nous voir, frapper à la porte en disant « Je viens voir si c'est réel, quoi. Vous nous avez vendu du rêve, là, moi, je veux bien venir et faire un essai. » Donc voilà, ça a permis. On intervient aussi au sein des écoles d'infirmières et là, tout récemment, dans l'école des cadres. Donc, quelques petits exemples de rôles sociaux. Écrire le menu, couper le pain. Alors, couper le pain, vous allez me dire, il y a un couteau, il n'y a jamais eu d'accident. Sauf que c'est contrôlé, c'est accompagné. On a évalué le monsieur. Est-ce qu'il est en capacité? Est-ce qu'il a la vue? Est-ce qu'il a la dextérité? Et est-ce que ça a du sens pour lui? Et voilà, donc ça marche très bien. Et puis préparer le café, on s'est dit dans les EHPAD, il faut qu'il y ait un lieu où il y a du café. Et il faut qu'il y ait un habitant qui soit référent de ça. Donc c'est lui qui fait, mais depuis la commande sur l'ordinateur, pour que la cuisine nous livre, jusque la réalisation et le service et la vaisselle. Voilà. Les petits déjeuners gourmands ont été la première révolution mise en place. Là, vous voyez dans un service du SLD, c'est un service où les soins infirmiers, médicaux sont lourds. Tout est possible en fait. Zéro moyen supplémentaire, juste de la créativité, un espace de liberté pour les soignants et les cadres et l'envie de faire quelque chose. 2 tables mises côte à côte, le petit déjeuner qui est posé et la possibilité pour chacun de se servir. Et là, c'est un lieu de socio-esthétique. Une de nos agents qui était en poste adapté nous a dit moi en fait j'ai une liste de tâches mais j'aimerais bien autre chose dans ma journée et elle a créé cet espace. Donc voilà, cette philosophie
dont on pourrait parler beaucoup plus longtemps, mais qui voilà, nous emmènerait vers d'autres champs, a été aussi mise en application et effectuée par les cadres. Et ça a été une petite révolution, en fait, parce que ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise sur le contrôle de beaucoup de choses. Quand on est cadre, on sait qu'on a des organisations à caler, avec des ratios, avec des rendus nécessaires, une qualité. Et on se dit, dans cet espace-là, je n'ai pas grand-chose de liberté, comment je donne du sens à ce que je fais. Donc cette philosophie leur a apporté aussi cette possibilité d'être créatif. On leur a dit, donc vous voyez, ça marche et tout. Maintenant, à vous de décliner sur votre établissement à votre sauce, à votre patte, ce que vous êtes, ce que vous sentez de votre équipe. Et donc la charte, c'est quand même l'immanquable. Tout le monde a dû mettre ça en place. Les temps d'accompagnement, quand vous avez des agents qui sont en limitation de poste pour des raisons physiques, à vous, cadre, de voir ce que vous avez besoin sur le terrain, de comment vous percevez l'agent et quel est son talent. Et vous développez des temps autour de ces possibilités. Et puis on s'est dit, on a un effectif contraint, on ne va pas se leurrer, on n'aura jamais plus d'effectifs, mais dans cet espace contraint et la ratio qu'on a, comment on peut objectiver, comment on peut faire de ces temps des temps qui sont adaptés pour chacun et où on va tous se réaliser. Alors ça fait très utopique, mais en réalité c'était tout pratico-pratique et ça a marché. Tout le monde ne fait pas sa toilette le matin, il y a des gens qui sont rétractés, qui ont besoin de la psychomote, qui ont besoin de l'ergo, qui ont besoin de l'aide-soignant, et c'est des temps de bain thérapeutique l'après-midi, où on va prendre plus de temps et le soignant il est aussi beaucoup plus relax, tout le monde est dans un environnement un peu snozélène avec de la musique, des senteurs, etc. Et puis oui, vous en tant que proche, vous arrivez, votre maman ou votre père, votre grand-mère est en pyjama à 4 heures, mais ça s'explique en fait. Et c'est là le rôle du cadre. C'est oui, on propose ce temps-là à ce moment-là et vous la trouvez là parce qu'elle était particulièrement rétractée, elle était douloureuse et on a envie de proposer ça. Et en fait, il ne se passe jamais de problème avec les familles si vous mettez du sens à pourquoi vous avez tel ou tel accompagnement. Et puis la grande révolution a été quand même le port de la tenue civile qui a été, dans cette philosophie, nous a dit quelle est sa fonction dans votre lieu de vie. Vous êtes un lieu de vie, vous n'êtes pas un lieu de soins. C'est quoi l'incohérence, quoi? Donc on a travaillé sur tomber la blouse et on a eu beaucoup de questionnements, de révolutions. Il y a des gens qui ont accepté d'enlever le bas en étant civil en bas et le port en haut de la blouse traditionnelle. Et au niveau des cadres, on a posé les choses, on s'est dit ok, le tout c'est que Montessori c'est faire avec ce qu'ils sont. Donc ok, les agents ils vont prendre le temps et on va se donner le temps. Et là on est à 4 ans et il y a encore des gens qui ont la blouse ouverte. C'est le dernier rempart en fait. Mais en fait les infirmières vous expliquent, notamment pour elles, qu'elles ont bataillé pour cette blouse, que c'est leur représentation, c'est leur rempart contre la souffrance, contre la mort, etc. Et que ça joue d'autres choses à d'autres niveaux. Et ça s'accompagne aussi en fait. Donc ça prend du temps et on le prend. Et donc la mise en application aussi des comités d'habitants et des familles, c'est des temps d'espace de communication où on va rendre acteurs et décisionnaires sur des choses qui sont possibles. Donc les familles ont aussi cet espace-là. Il y a tout ce travail de lâcher prise du cadre, vous nous avez dit. Complètement. Le cadre est dans une autre configuration et l'idée c'était aussi de lui donner envie de venir travailler avec nous. Donc ça demande d'être très pro, de savoir où sont les limites, et de naviguer entre ces limites. Alors parfois ça part un peu, ça dérive, donc à nous de recentrer, mais l'idée c'est d'en échanger et de se dire voilà quel est l'intérêt, on se rebase sur ah oui on est là pourquoi et on réfléchit ensemble en fait. Collectif de cadres, on est autour de la table, on pose les choses et on réfléchit et on rediscute ensuite avec la direction qui est très ouverte à tout ça en fait. Et ça a été notre facteur favorisant. L'impact sur le management, en fait, il ne s'est pas vu tout de suite, il s'est vu au fil de la mise en place. La remise en question de la posture soignante par rapport aux habitants a aussi de facto été par rapport aux encadrants. Le cadre doit aussi se repositionner, notamment dans le côté recadrage de son travail, rappel des limites, etc. Et on a beaucoup discuté sur ça. Vite fait, un tout petit exemple, une dame qui avait un poste aménagé qui était plus en pause qu'en poste, parce qu'elle avait perdu du sens, donc on l'a reçue. Et plutôt que d'expliquer sans arrêt au cadre, je lui ai dit, écoute, on va faire l'entretien,
tu me suis, tu me fais moi confiance, si tu es OK, tu me laisses faire et on y va. Et donc en fait, je l'ai emmené l'agent sur le fait de pourquoi elle en était arrivée à être tout le temps en train d'être en pause et pas au travail. Elle m'a expliqué que dans ses postes, sa fiche de poste aménagée, elle ne se réalisait pas. Et donc j'ai transposé avec nous, qui avons des fiches de poste aussi qui nous emmènent vers des champs qui sont rébarbatifs et super pénibles. Mais on est obligé de faire ça pour avoir des espaces où on s'éclate plus. Et on a bossé ensemble pour qu'elle se fasse dans sa fiche de tâches, une fois ces tâches rébarbatives faites, un espace de liberté. Et donc c'est elle qui a mis en place l'espace socio-esthétique. Et on ne l'a plus vu en pause pendant de nombreux mois. On a recommencé après, parce que la nature est ainsi faite. Mais en tout cas, l'échange avec le cadre ensuite a été génial, parce qu'elle m'a dit, je me suis dit, où est-ce que tu m'emmenais? Et en fait, j'ai tout à fait compris pourquoi elle n'y était plus. Et je me sens beaucoup mieux à ne pas être dans le sachant et te donnant. Elle me dit, j'y trouve du sens. Et donc, on a continué dans cette dynamique-là. Donc, la grande idée, c'est que le management du cadre varie, il s'adapte aux situations, aux individus. Ça, c'est des vérités, vous allez me dire, qui sont logiques. Hein. Et à l'organisation institutionnelle. Il n'est plus le seul à solutionner les problématiques, et ça, en charge mentale, c'est énorme. C'est-à-dire que quand on vient dans mon bureau, on a un problème, mais on a 15 000 solutions possibles, et on va réfléchir ensemble à ce qui va être le mieux. C'est l'affaire de tous, donc il y a une responsabilisation des équipes, mais aussi des cadres. Et le cadre est garant de la qualité, c'est sûr, du respect, mais il est aussi facilitateur, et il offre des espaces de liberté pour que tout le monde puisse développer des sources de créativité. Il y a possibilité d'émergence de solutions, et l'erreur, ce n'est pas un truc insupportable qui va amener vers des conséquences graves. Tout dépend de l'erreur, bien évidemment. Mais si ils viennent avec une erreur et qu'ils ont, voilà, qu'est-ce que vous avez réajusté, tout est compris en fait. Il y a une notion de responsabilisation sans culpabilisation, pardon, et c'est OK pour tous de se tromper. C'est pas rare de devoir se le rappeler, parce que c'est pas inscrit dans tout. Donc l'accompagnement des cadres, il est modifié. Il y a des notions d'objectifs et de résultats, bien évidemment, mais c'est une possible éventualité de faire des essais. On allie accompagnement et responsabilisation, mais ça nécessite d'être formé quand on a des faisans fonctions, des encadrants qui arrivent et qui n'ont pas la formation, c'est extrêmement violent pour eux. Et souvent, on s'interroge sur comment convaincre sans être convaincu. L'échange, la remise en question, c'est génial. Pour autant, on doit se mettre d'accord sur des fondamentaux. Donc la relation avec la hiérarchie, elle est quand même modifiée. La notion de sanction, elle est questionnée. On y vient quand même. C'est-à-dire quand il y a eu des entretiens qui n'ont pas porté leurs fruits, la sanction arrive et on peut tout à fait accompagner des gens vers un autre poste, vers un autre établissement, c'est totalement d'accord. Et ce n'est pas fait de la même façon si vous accompagnez quelqu'un à partir ou si vous lui dites on va trouver un consensus pour que vous vous dégagiez rapidement. Il y a deux choses qui sont différentes. Pour moi, si je devais résumer, ce serait que le management, il est réflexif. Alors, il est situationnel aussi et j'ai envie de dire que la liberté, elle est quand même fondamentale avec une confiance et une loyauté qui va de pair, en fait. Voilà. Est-ce que les agents ont demandé des formations supplémentaires? Est-ce qu'ils ont demandé des choses en lien avec cette méthode-là et d'autonomie qui ça leur a donné envie de faire d'autres choses que des formations de base qu'on a souvent de manutention auprès des personnes âgées? Vous parlez des agents ou des cadres? Des agents qui ont demandé à leur cadre, voilà. Même au cadre. Alors, ils ont demandé, oui. Il y a des agents qui se sont tournés vers d'autres professions. La réflexologie, enfin voilà, on a ouvert des champs du possible. C'est-à-dire qu'un aide-soignant, peut-être hier ou dans le passé, est resté aide-soignant. Aujourd'hui, on voit que la société change, hein, les professionnels aussi. Ils ont envie d'être polyvalents, ils ont envie d'évoluer, ils ne s'enferment pas. Et donc ça, c'est génial de pouvoir s'adapter à ça. Je pense qu'on répond à ça aussi en disant, OK, c'est possible. On a reçu cette semaine une agent aide-soignante qui va devenir art-thérapeute, qui a fait l'école des beaux-arts et en plus l'école d'aide-soignante. On s'est dit, génial, on vous accompagne, quoi. Donc ça veut dire trouver des financements et tout. Donc je pense qu'on est aussi à l'ouverture de ce virage qui existe, des professionnels qui ne vont pas rester toute leur vie au même poste. Et pour ce qui est des cadres, on a réfléchi et un peu stimulé à aller vers des formations de communication, parce que ça rejoue sur ça, et notamment la communication non violente, qui pour moi est fondamentale quand on est dans l'encadrement et quand on est dans une relation. Et voilà, donc ils sont dans cette première phase de formation. Ils sont revenus avec beaucoup de questionnements. Ils ont encore 2 sessions à faire. Voilà, ça bouscule.
mais c'est assez chouette. Et voilà. Les réussites, il y en a eu. Tout de suite après, aujourd'hui, on est dans une phase plateau, je pense, qui est un peu normale. On a de l'absentéisme qui est reparti. L'attractivité, ça s'est bien amélioré. Notre effectif infirmier, il est complet et même surcomplet. Aides-soignants, on a beaucoup envoyé des gens en formation, ils reviennent. Donc ça se passe bien. Et pour les cadres, là voilà, je pense que la difficulté en ce moment, c'est les cadres qui la vivent. Je pense qu'il va falloir qu'on se penche pour leur accompagnement à eux. On en parlait ce matin, mais il va falloir réfléchir à bien les accompagner. Il y a vraiment des choses à faire pour les étayer, leur permettre de ne pas sombrer, parce que c'est rapidement possible quand on est cadre et qu'on est très investi. Donc concrètement, la nouvelle directrice de soins a créé des moments d'échange où ils vont échanger sur leurs pratiques. Et je pense que ça peut les aider, ouvrir les portes l'un vers l'autre. Et puis cette formation, et voilà, le tout c'est de les accompagner au mieux pour leur permettre de se développer, puis de les accompagner dans leur souhait de demain, quoi. Voilà, ça reste fragile en attractivité pour les cadres, je trouve. Voilà, les projets, la communication, je vous en ai parlé, les groupes d'analyse de pratique. Et puis, ils font des formations sur le management dans le cadre de Montessori. Donc, on va probablement aller taper à la porte pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, de manière très synthétique. Il y aurait beaucoup plus à développer, mais voilà. Rappelons, vous travaillez au sein d'un établissement public hospitalier avec des moyens limités, mais que vous avez su exploiter avec les ressources. C'est important, c'est pas le monde magique, c'est le monde réel auquel beaucoup d'établissements peuvent faire face. Et effectivement, à mon avis, on reviendra là-dessus. C'est vrai que le fait d'aller au sein des instituts de formation, en tout cas d'aller présenter avec une personne âgée, c'est des choses qui se faisaient à une époque, on a laissé de côté pour des raisons, je ne sais pas, hygiénistes, voilà, et qui aujourd'hui apportent en tout cas une autre image, et je pense que c'est important. Parce qu'effectivement, quand on fait comme ça, on redonne un peu du pouvoir d'agir aux personnes âgées, et on s'aperçoit que ce pouvoir d'agir, finalement, il redonne du pouvoir d'agir aux professionnels. Et c'est là où vous avez dit, effectivement, pour les cadres, c'est pas simple. Alors comment on fait, Philippe Patrick, qu'est-ce que ça vous inspire, cette discussion? C'est facile. Plus sérieusement, je pense que de revenir sur le socle qui a été construit dans cet exemple, celui d'Estelle, c'est le socle Montessori. Aide-moi à faire moi-même. Ça s'applique aux résidents, et elle nous l'a montré. Ça s'applique aussi, en général, et en particulier aux collaborateurs. Aide-moi à faire moi-même. Montessori, son socle de philosophie, c'est, vous l'avez rappelé, le respect de l'humain, être acteur de sa vie, être acteur de son poste, être acteur de son travail, et travailler sur ses compétences. Et en effet, ne pas être coincé dans une fiche de poste qui est limitative. Estelle nous a dit, l'EHPAD, en introduction, nous a dit l'EHPAD doit se renouveler. C'est une notion d'innovation. Moi, je suis toujours suspicieux sur la notion d'innovation parce que souvent, c'est innovant. On prend des recettes, on mélange deux recettes et on en fait une troisième. C'est une innovation. Pour autant, ce socle, Montessori, c'est le début du XXe siècle. Hein, quand même. Et ce qu'elle nous dit est particulièrement valide aujourd'hui. Ce que nous dit Montessori. Et étant invité à ce webinaire, peut-être ma vigilance a été décuplée. J'ai vu un article, pas plus tard que le 16, dans Le Monde, sur les déficits. Hein, on est là-dedans en ce moment. Les déficits et l'anachronisme du management à la française. Avec une description du management à la française qui est finalement très fordien, c'est-à-dire que je vais utiliser des fiches de mission, des choses à faire. Vous avez un couloir, 12 chambres, 12 toilettes, à 9h ça doit être bouclé. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui finalement va mobiliser les bras de la personne, sauf que, et je pense qu'on partage cette valeur, moi, comme directeur, quand j'embauche les gens, j'embauchais les bras,
j'embauchais les jambes, mais j'essayais aussi d'embaucher la tête. Parce que finalement, c'est quelque chose que mes collègues fordiens, j'allais dire, avaient une tendance à oublier. Et finalement, ils avaient des aides-soignants, des agents de service qui font. Or, ce que l'on cherche, c'est des agents qui vont développer des compétences, développer un management de la relation avec leurs résidents. Et donc, voilà, il y a une valeur ajoutée à employer, j'allais dire, ce cerveau, j'aime bien ce côté un petit peu provocateur. Bon, finalement, on va multiplier le nombre de Pentium qu'il y a dans l'ordinateur parce qu'on mobilise tous les cœurs de Pentium. Gérer les injonctions paradoxales des autorités de tarification et de contrôle, je crois que c'est le jeu de l'encadrement. Et en fait, il s'agit là, pour moi, de réimaginer la colonne vertébrale. Si je plie L5-S1, je suis un spécialiste de L5-S1, eh bien, je me chope une hernie discale. Si par contre, L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5 et L5, S1 se plient un petit peu, on peut être beaucoup plus souple. Et donc, il faut qu'à chaque étape du management, chacun se plie à la capacité de l'autre. Je pense que, voilà, je vous laisse ça comme ça, vous y réfléchirez les uns les autres, vous avez 2 heures. Ce qu'il y a d'important, et vous l'avez souligné, c'est l'engagement dans la démarche. Quelle que soit la démarche que vous faites, ne formez pas vos collaborateurs à faire quelque chose. Formez-vous et accompagnez aussi vos collaborateurs dans la formation. C'est-à-dire qu'on a tous vécu ça. On se dit, tiens, il y a cette formation à faire là, et puis on va la faire. On a un spécialiste là qui vient de tel centre de formation. J'y colle une douzaine de salariés, et puis après, ils vont faire. Et ça ne vit pas. Et il n'y a vraiment qu'un engagement, et en particulier qu'on est dans une démarche de type Montessori, tout le monde, et c'était une question qui vous a été posée, tout le monde doit être engagé là-dedans. Il y a un côté exemplaire, on montre l'exemple, mais aussi un côté démonstratif, de dire c'est un job pour tous. Et d'infusion, diffusion et infusion. Exactement. Alors là-dedans, le rôle du manager, c'est un petit peu votre interprétation. Il y a un questionnement sur la posture et c'est un petit peu la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Je crois qu'il faut baser le management sur une triptyque. Le respect. Là, dans le Montessori, on explique bien, on respecte l'autre. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est que c'est un petit peu comme une monnaie, le respect. Si vous, Banque centrale, vous distribuez de la monnaie, on vous retournera de la monnaie en face. Si vous n'avez aucun respect envers vos collaborateurs, ne vous attendez pas, et ce n'est pas en exigeant le respect que vous l'obtiendrez. C'est quelque chose de donnant-donnant, sachant que celui qui a l'initiative, c'est le manager. Deuxièmement, la confiance, c'est un petit peu le même raisonnement sur la confiance. Il faut avoir confiance dans les autres pour que les autres puissent vous faire confiance. Imaginez votre manager qui est dans la défiance, vous n'allez pas lui faire confiance. Vous allez être tellement en retrait qu'il n'y aura même pas ce sujet à aborder. Là aussi, il y a dans la Harvard Business Review du 13 décembre un article sur le management par la confiance, et qui souligne la sérénité psychologique des collaborateurs lorsque on est dans un management accompagné de cette confiance. Moi, j'aime bien dire plutôt accompagné de cette confiance, ce qui permet aussi à chacun de se libérer. Et vous pointiez du doigt tout à l'heure le fait qu'on a le droit de se tromper. Et bien, à partir du moment où on vit en confiance, on va essayer. Et comme on va essayer, on va se planter. Oui, forcément. Il ne va pas y avoir que des réussites. Mais en tous les cas, il y aura, parce qu'il n'y aura pas de sanction, on a le droit de se tromper. Il faut faire un distinguo entre l'erreur et la faute. Complètement. Mais on a le droit à l'erreur. Et ça aussi, ça crée de la confiance. Tu t'es planté, on fait un retex. Et alors, qu'est-ce qui a planté, etc. Bon, donc, voilà. Et ça permet à chacun de se construire dans la confiance. C'est un travail qui doit être initié par le manager.
il y a, dans cet article, il mentionne le fait que les organisations entre 100 et 230, alors vous êtes au-dessus, mais vous avez des sous-structures. Hein. Donc ça colle parfaitement aux EHPAD. Les structures qui vont jusqu'à des effectifs de 100 à 230 peuvent fonctionner comme ça. Dès lors qu'on dépasse cette structure-là, eh bien, il faut mettre en place d'autres choses qui sont des dégradants de la confiance. Donc, réfléchir aussi à ce qu'est une unité opérationnelle. Et en effet, d'avoir peut-être un partage entre établissements, mais ne pas oublier que l'unité opérationnelle, c'est ça qui compte pour le respect, pour la confiance. La confiance, c'est un point important. Pardon, Fabien. Non, je pense que ce que dit Philippe est primordial aussi pour la CFDT, c'est-à-dire que la proximité, s'il n'y a pas de proximité, il n'y a plus rien. Enfin, on le voit dans le public ou dans le privé, c'est les grands GGS ou alors les grands CSE régionaux, etc. Et donc toutes les problématiques finalement qui devraient être gérées au sein de l'EHPAD, etc. Et on a des cadres, nous on porte pour que, effectivement, dans chaque CSE, à chaque fois qu'il y a des élections, un rapport de dialogue social, effectivement, on a un espace, un CSE siège et directeur, puisqu'on est persuadé, et nous on reste persuadés de toute façon que c'est bien au sens de l'EHPAD. Et ce que vous dites, Estelle, fait du bien, parce que moi j'en ai marre d'entendre partout, ça ne va pas dans les EHPAD, c'est catastrophique, etc. Et on est dans ce sentiment actuellement, dans cette ambiance négative où rien ne fonctionne, et vous le démontrez par votre exposé que si on veut, même avec peu de moyens, on y arrive. On peut prendre le cas du privé, mais on peut en parler dans le public. On nous a donné maintenant des représentants de proximité, avec finalement très peu de moyens, avec des gens qui ont en face, eux, un cadre ou un directeur qui ne peuvent pas répondre aux attentes. Mais moi, je dis souvent à nos équipes qu'on rencontre, le but, c'est bien d'aller voir le salarié ou le cadre, qu'à un chariot qui est cassé. Tu disais, Philippe, il y a un disque, etc. Mais ce chariot, ça fait 4 ans qu'il est cassé et ça ne remonte pas. Donc si en proximité, on ne nous donne pas les moyens, nous, organisations syndicales de travailleurs, d'avoir des gens formés, avoir des gens avec du temps, parce que ce temps qu'on va mettre, on va peut-être mettre 3 heures ou 4 heures par mois, et ben ça va éviter de se retrouver à un CSE régional ou de consulter la cadre supérieure et d'arriver à un incident et qu'il n'y a plus personne qui vient. Les mots moi, qui me résonnent depuis qu'on a fait une petite préparation ensemble, c'était cette envie et la base de tout, c'est ce cadre. Et ce cadre, s'il donne l'envie, s'il donne les éléments et s'il associe les salariés et les représentants, je pense qu'on gagne. On peut que réussir. On peut que réussir. Alors peut-être la question que j'avais, et j'ai peut-être été un mauvais élève, vous l'avez peut-être dit, mais pourquoi ce n'est pas plus multiplié dans toutes les EHPAD de France, que ce soit dans le public ou dans le privé, puisqu'on voit que ça fonctionne et on voit que ça marche. Mais en fait, l'idée, c'était justement d'essayer aussi. On a rayonné sur le GHT auquel on appartient. Pourquoi c'est pas fait? Parce que justement, on se dit que c'est en ça que je disais, on est à un virage, il faut se réinventer en fait. C'est ça. Et il faut arrêter de penser que le ratio va faire la réussite des choses. En fait, c'est comment, et c'est ce qui m'a passionné dans ce travail, c'est comment, dans un cadre contraint, je développe une capacité avec l'équipe, enfin, comment on peut nous tous améliorer les choses avec quelque chose de déterminé. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter non plus, mais ça veut dire qu'au lieu de se dire on n'est que ça, ce qui me fait écho, c'est un exemple. Il y avait un cas d'épidémie, 31 personnes au lit. Et donc j'étais de garde et je suis allée voir, parce que, voilà, et j'ai dit comment vous êtes réorganisés? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais on ne sait pas réorganiser. J'ai dit bah, on prend 10 minutes, chacun prend un café, on se pose. Et qui va faire quoi? Et en fait, on a vu tous les professionnels, l'hôtelier a fait les lits, et voilà. Et si on diffuse comme ça, on peut y arriver. Mais il y a vraiment cette notion de travaillons ensemble, on est un collectif en fait. Et vous dites Estelle, c'est que, et ça nous fait écho au combat du quotidien, c'est qu'on nous parle toujours de taux d'occupation, j'ai mon cadre qui est là, il doit remplir les fiches, finalement les salariés ne le voient pas, les résidents le voient très peu, et je remplis mes tableaux, mes taux d'occupation. Et si on se posait un petit peu au café, on se disait bon, aujourd'hui on a ça, on a 12 patients en plus, mais on a 2 malades, comment on se réorganise? Et comprendre 5 minutes le matin avec les équipes, nous on est persuadés que forcément les équipes restent. Vous parliez de pouvoir d'achat tout à l'heure, oui c'est la première cause du pouvoir d'achat et c'est important. Et d'ailleurs dans le secteur lucratif, vous le savez, on a travaillé sur les classifications de rémunération.
les employeurs ne veulent pas le mettre en place et ce n'est pas le sujet du webinaire, donc on va les assigner en justice rapidement pour leur expliquer que les salariés, il faut leur payer à leur juste mesure. Mais je le passe comme ça parce que c'est un sujet prégnant. Non mais au-delà du salaire, s'il n'y a pas de sens, et comme vous le dites, s'il n'y a pas envie, moi j'ai une de mes déléguées syndicales, elle me dit, tu sais Fabien, moi je suis directrice maintenant d'établissement, et bien effectivement, quand tu prends le temps de te poser, que tu organises des choses avec les résidents et avec les salariés, et ben finalement, tout le monde revient, etc. Je veux plus revivre. Il y a 3 ans, on avait rencontré un directeur d'ARS qui nous disait, mais c'était un établissement public, je n'ai plus qu'un cuisinier, il n'y a plus de soignants, et je dois faire la garde le week-end, donc je fais quoi? Et c'est ça finalement, et la base de tout, c'est oui, il y a le pouvoir d'achat, mais il y a aussi l'envie de venir travailler. Comment je viens travailler, dans quelles conditions? Et cette emprise, c'est la confiance dont nous parle Philippe. Oui. Et en troisième point. Pardon, je coupé un peu Philippe, mais c'est toujours des sujets un peu… Ça ne m'aura pas perturbé. Pour les santé sociaux, important. On a parlé du respect, on a parlé de la confiance. Le troisième point, c'est l'assertivité. On est dans une posture de carotte. Alors c'est quoi l'assertivité? Parce que tout le monde peut l'entendre un petit peu comme il veut. C'est savoir dire ce que l'on pense avec respect et clarté. Hein? Donc, savoir écouter vraiment les autres, rester calme, même dans l'émotion, reconnaître les émotions des autres, s'exprimer avec clarté. Je ne cesse de travailler avec mes étudiants sur les mots ont un sens. Et ça, c'est quelque chose qui est clé lorsque l'on veut s'exprimer publiquement, et donc nos encadrants doivent avoir une maîtrise de leur langage. Mais c'est aussi savoir dire non. Faire respecter ses limites. Non, je ne peux pas aller jusque-là. Et puis, affirmer ses opinions sans pour autant être agressif. On a le droit de dire, voilà, je pose ça là, c'est quelque chose qui est un incontournable pour moi. Tout ça, tout ce sujet tourne autour de l'exercice du pouvoir, dans le fond, finalement. Bien sûr. Et le pouvoir, on va le diviser un petit peu, on va le disséquer, on va le diviser en 3. Il y a le pouvoir sûr, le pouvoir de domination, l'autorité disciplinaire. On ne peut pas l'éviter. Lorsqu'on est dans une posture d'encadrant, de direction, d'encadrant, on a ce rôle aussi de régulateur par l'autorité disciplinaire. Il faut savoir comment on l'emploie. La domination n'est pas un outil de management. Le pouvoir entre, c'est-à-dire que finalement on est aussi dans l'interface, dans l'interdépendance avec les autres. Et vous l'avez parfaitement illustré. C'est-à-dire que moi je suis avec mes collaborateurs, je suis dans une situation de crise, et Dieu sait qu'on l'a vécu les uns les autres vers 2020, je pense, comme ça, où on s'est posé, et on a dit, bon ben voilà les gars, les filles, parce que dans les EHPAD, pas de problème. Il y a énormément de… Les filles et les gars. Les filles et les gars, ouais. Les gars pros, tout ça, c'est mieux. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment on sort de ce jus-là? Bien sûr. Et la barrière, certes, dans la capacité d'organisation, l'encadrement et les capacités d'organisation, mais le fait de déjà se confronter aux réalités du terrain permet d'avoir une organisation qui est plus acceptable, qui est plus acceptée, et de faire participer les gens dans la décision d'organisation et d'autant plus efficient. Et enfin, j'en viens à la capacité à agir. Le pouvoir de… et j'en reviens à mon être décérébré que certains embauchent, avec des bras, des jambes et pas de cerveau, et qui finalement lui retirent cette capacité à agir. Et ils perdent, ces gens-là, de la capacité à agir eux-mêmes, en fait. Et donc, c'est la capacité dans la décision, la capacité dans l'organisation. Et alors donc, pour ça, il faut une communication ouverte, et pas avoir peur des débats contradictoires. Des décisions collectives, des retours sur expérience, établir des règles, il y a des règles à les faire connaître, plus dur, s'y tenir. Ayant eu l'occasion de prendre des directions d'établissements qui étaient plutôt en grande difficulté, de poser 3 règles simples, compréhensibles à tout le monde, et de s'y tenir pendant 3 ans, croyez-moi, il y a des fois, mais pour autant, les gens s'y inscrivent, dès lors qu'ils trouvent ces règles justes, pertinentes et utiles pour eux.
les faire connaître, s'y tenir, et trier entre ce qu'on disait tout à l'heure, erreur et faute. Sachant que là-dedans, l'encadrement ne peut jamais se cacher derrière son petit doigt. L'encadrement est toujours en vue. Quelle que soit la décision, quel que soit le mot porté, il sera jugé par les collaborateurs, qui sauront tous, même ceux qui n'étaient pas là, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. La formation aux enjeux humains, hein, et les pièges des biais cognitifs, ça c'est aussi un point important, et puis la coordination et régulation des relations et des interfaces. Je recommanderais, moi, de faire de l'analyse de pratique entre managers. C'est un point important, parce qu'on se retrouve face à des situations dans lesquelles l'éthique est en jeu. Et je suis en tension entre deux valeurs. Comment est-ce que je m'en sors? Parlons-en entre pairs. Et puis il est important de donner aux acteurs ce pouvoir d'agir, les cadres vers les opérateurs, travailler donc sur la posture de l'encadrant, un arbitre autant qu'un décideur, et pas un décideur éventuellement arbitre. Mobiliser les compétences et les connaissances des opérateurs. Je pourrais vous en raconter de superbes changements d'organisation que j'ai laissés aux opérateurs, sachant que, sincèrement, j'aurais fait la même chose, mais c'est tellement mieux quand les gens décident pour eux-mêmes. Oui, ça c'est clair. Voilà. Et puis, mobiliser leurs compétences et leurs connaissances pour qu'ils élèvent la fierté au travail, la fierté du travail qu'ils font et leur fierté au travail. Et enfin, donner du sens, puisque tout ça revient en une conclusion à ça, donner du sens au travail. Donc, dernier point, la construction de la QVCT, qui est quand même un sujet qui mobilise en général les représentations dans les négociations. Il faut que ce soit quelque chose d'autre, et je pense que vous l'avez bien démontré là, quelque chose d'autre que le baby-foot ou la réunion soupape. Voilà, c'était la conclusion de ce que je voulais dire à ce point de notre discussion. Non, mais, excusez-moi pour la voix là, je vais essayer de reprendre. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est bien le côté central dans mon ouverture où j'avais dit que chacun de nous était concerné par ce sujet. Et on voit bien les enjeux dans une société où aujourd'hui, chacun de nous a envie d'exprimer son point de vue. Les droits de tout le monde s'expriment au fur et à mesure. Et demain, effectivement, ça va se rejouer aussi au niveau des personnes âgées. Ça va se rejouer dans les lieux d'hébergement, dans les lieux de résidence. Et il va falloir qu'on fasse avec. Il va falloir effectivement qu'on puisse, en tant que manager, entendre et ne pas être simplement dans le prescriptif. Comme vous l'avez dit, et finalement, pas avoir sa fiche, ça ne marchera pas. Il faut être habile. Cette habileté managériale, qu'est-ce qu'elle amène des avantages, aussi des inconvénients? Comment vous percevez ça, vous, Anne-Florence, du haut de l'Observatoire des cadres et de la CFDT cadres? Bonjour, merci d'abord pour cette invitation à parler des questions managériales appliquées aux EHPAD et à toutes les innovations qui y sont nécessaires. Je crois que, et vous l'avez dit, un service comme celui-là, un travail comme celui-là, c'est un travail nécessairement coproduit. Et par conséquent, ça dessine un travail, qu'il soit managérial ou pas, qui est assez singulier par rapport aux grandes méthodes que l'on connaît, qui viennent du management, le management, ça vient beaucoup des questions d'organisation dans le secteur industriel au départ, historiquement. Et du coup, là, vous proposez une innovation très intéressante, puisqu'il s'agit de s'appuyer sur des personnes qui sont en EHPAD, donc dépendantes, mais essayer de tenir ce qu'il reste d'autonomie chez eux. Et alors, quand vous décrivez ce que vous faites dans votre EHPAD, le sujet est bien de cerner les compétences qui restent encore chez les personnes âgées et les compétences qui viendraient les compléter de la part des aides-soignants, par exemple. Voilà. Et cela, finalement, le manager, il est dans une fonction d'animateur de cette coproduction de services. Donc ça, j'ai trouvé ça, il est rare de trouver des situations aussi bien explicitées, avec une innovation qui porte ce défi-là,
qui est quand même un défi qui se retrouve absolument partout. En médecine, évidemment, c'est évident dans la santé, mais aller par exemple dans le domaine du conseil, voilà, pour être dans un secteur avec des singularités qui sont quasiment à l'opposé de celles de la santé, on se retrouvera toujours dans cette question de coproduction du travail. Alors, je l'ai entendu, vous avez beaucoup parlé des questions d'autorité. Alors, le manager est cette fameuse autorité. Il y a aussi un contexte. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur autorité, confiance, parce que c'est quand même quelque chose que l'on peut formaliser maintenant de manière un peu claire. Aujourd'hui, la question du manager, c'est comment je peux obtenir de faire quelque chose par quelqu'un qui peut tout à fait refuser. Et c'est la question qui se pose avec notamment les jeunes générations. Donc, voilà, là vous proposez, il va falloir, puisqu'il n'y a plus cette autorité comme ça, comme obéissance, ça c'est totalement terminé et heureusement, comment est-ce que celle-ci, on va aussi la coproduire? Donc en fait, le monde du travail devient un écosystème de coproduction de toutes parts. Donc, comment est-ce que l'on va pouvoir faire? Ça, c'est une première question qui se pose de manière très contexte. La seconde, c'est la question de la crise de légitimité qu'il y a partout. Qu'est-ce qui fera que je vais te reconnaître comme mon manager? Mais enfin, voilà. Qu'est-ce qui fera que je vais reconnaître, je ne sais pas s'il y a une association des usagers dans l'EHPAD, j'imagine, vu la tonalité, mais qu'est-ce qui fait que je vais prendre en considération et considérer que ça a une certaine légitimité, ces attentes? Qu'est-ce qui va faire que je considère que le corps médical est une partie prenante d'un écosystème beaucoup plus large, avec beaucoup de compétences très différentes et qui n'est pas l'unique référence de la production de services. Voilà, donc il y a une expertise, l'expertise médicale, l'expertise aussi des aides-soignantes qui font des gestes très particuliers. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a possibilité, a priori, avec cette idée de travailler sur quelles sont les compétences restantes de la personne âgée, ça donne du coup un peu de latitude pour travailler sur quelle est cette activité dans l'EHPAD, quelle est l'activité réelle de l'aide-soignante. Alors ce sera tourner un peu la personne pour la porter. Ah oui, mais la personne, elle ne peut plus jusqu'à un certain... Ah, donc l'activité de l'aide-soignante consiste non pas à activer le lève-malade, voilà, de manière pour tout le monde, mais justement à faire... Voilà, donc il y aura des aménagements à construire. Et du coup, ce qui est intéressant, au-delà du côté très technique finalement de la description de l'activité, c'est que chez vous, à partir de cette description très technique, vous donnez un sens plus global à ce que vous pouvez faire. Et le sens dans votre EHPAD, c'est se baser sur les compétences restantes de la personne âgée et garder le fait qu'une personne âgée, c'est une personne qui a énormément d'expérience, qui a envie de transmettre aussi des choses. Et là, il y a une richesse qui est à exploiter. Donc ça me paraissait important de manière générale. Et qu'est-ce qui fait sens là-dedans? En fait, c'est un peu, je ne sais pas si il y a eu un moment, comment est-ce qu'on apprend à lire? Alors à un moment, on disait qu'il faut faire la méthode globale. Donc, c'est-à-dire, on ne regarde plus chaque lettre, voire même chaque syllabe, mais on regarde le mot en entier, on comprend ce qu'il veut dire. Et à partir de là, on saura lire avec les syllabes. C'est un peu ce qui se passe dans votre établissement. C'est-à-dire qu'on a un sens global, et à partir de ce sens global, on pourra lire les différentes activités de l'aide-soignante pour le portage, du médecin qui viendra intervenir à bon escient dans ce sens global. Et en cela, c'est un renversement assez intéressant. Après, ces grandes innovations, évidemment, ne sont pas sans risque sur le plan social. Ça demande énormément de négociations. Cette négociation-là, évidemment, elle ne peut pas
se cantonner aux grands marronniers des négociations annuelles, quoi, telles qu'on les connaît. Ça demande tout un travail, et notamment évidemment de dialogue professionnel, c'est-à-dire de donner à voir quels sont les enjeux, pour le coup, au-delà de la lecture et de l'analyse du travail, qui est l'analyse de l'activité, de voir quels sont les enjeux pour les personnes de ce renversement managérial. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à généraliser ces pratiques comme ça. Souvent, le manager, on le sait, a tendance à généraliser les pratiques des uns et des autres, d'autant plus qu'il est pris dans des tableaux de bord et d'évaluation et de rendu d'activité. Donc ça, c'est toujours délicat. Après, il y a des outils managériaux qui existent pour cela. Un outil managérial qui est trop peu utilisé au niveau individuel, c'est sans doute l'entretien. Alors, il y a l'entretien professionnel, bien sûr, qui est là pour vérifier si les objectifs sont bien remplis par le salarié. Et ma foi, c'est un entretien qui a son mérite. Et puis, voilà, mais il est loin d'être obligatoire, d'ailleurs. Ce n'est pas l'entretien obligatoire. Il y a une autre dimension qui est l'entretien réellement professionnel sur comment est-ce que quel est mon métier aujourd'hui, quelles sont les compétences qui sont mobilisées et comment elles vont être mobilisées dans le futur. Voilà, c'est de regarder un peu l'évolution du métier avec son N+1 souvent, ça peut se faire en collectif. Mais voilà, c'est une manière de voir un peu, de prévoir tranquillement en associant les personnes, en appropriant aussi son avenir professionnel et en regardant les différentes tendances. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Anne-Florence, c'est que vous êtes en train aussi de repositionner le rôle du manager. Ce qui est frappant lorsqu'on interroge nos collègues en position de management, c'est que finalement, leur autorité exige essentiellement du reporting. Exactement. Et demande d'exercer des recommandations qui sont faites. C'est-à-dire que ce que je décrivais pour celui qui fait auprès du résident, on est aussi en train de le transporter dans les différentes strates de management sur chacun. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait dans chaque organisation qu'un seul cerveau et plein de muscles effecteurs. Alors que dans la réalité, il y a plein de cerveaux, il y a de l'intelligence à tous les étages, et que justement, cet échange, cette interaction permet aussi de créer de l'espace de dialogue, mais de faire aussi. Puisque dès lors qu'on est d'accord sur un diagnostic, on va se trouver beaucoup plus facilement d'accord sur une modification ou une continuation dans ce que je fais et ce que je dis. Et donc là un sujet qui, moi, me semble central aussi, c'est finalement quel est le regard qui est fait dans les organisations, à tous les étages, sur qui décide, qui agit, qui fait. Et puis, peut-être, mais pour rebondir, parce que forcément, ça fait sens aux salariés, et c'est pour ça que vous m'avez invité. Mais ce que tu dis, c'est primordial. On le voit depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui est donné comme pouvoir au directeur d'établissement, au manager ou au cadre? Finalement, de moins en moins. C'est-à-dire qu'en face, on a des représentants de proximité ou des délégués syndicaux. D'ailleurs, on a la possibilité maintenant, avec le Code du travail, de nommer un délégué syndical par établissement, et on se demande si on ne va pas finir par le faire, puisque finalement, on a personne en face. Souvent, moi, quand je rencontre mes élèves, ils me disent « Bah oui, mais tu comprends, le taux d'occupation, il est là, etc., etc. On n'a pas le temps, etc. » Donc, comme tu dis, on revient dans les années en arrière en disant bah, « Par contre, il faut qu'on fasse les 12 toilettes parce que si les familles elles arrivent et puis que les patients ou les résidents sont pas prêts, on risque de se faire taper sur les doigts. » Et du coup, c'est comment on redonne sens à tout ça. Alors, il y a les grandes messes parisiennes, on les connaît, où les hauts managers expliquent comment bien manager une résidence. Mais nous, on est persuadés, en tout cas à la CFDT, que chaque EHPAD est différente. On l'a vu, vous parlez de la crise Orpea. Moi, je suis arrivé en 21 à la CFDT avec la crise Orpea. Il n'y avait plus personne dans la maison, puisqu'on avait des managers qui remplissaient des tableaux. Et puis, ça a impacté qui a en premier les résidents, les salariés qui disaient « Mais nous, on travaille bien. Nous, on travaille bien. »
Et pourtant, on est éclaboussé par toutes ces affaires et on veut redonner du sens à ce travail. Et c'est important ce que tu dis, Philippe, parce que c'est ce qu'on se bat. Et quand on négocie des accords de dialogue social ou qu'il y a des élections professionnelles pour nos représentants, on veut du temps, pas du temps pour se dire j'ai du temps syndical et je vais faire autre chose, mais comment on construit ce lieu de vie. Parce que c'est pas, on entend souvent c'est la dernière maison, c'est la fin, etc. Comment on reconstruit, on donne du sens à ce lieu de vie. Et c'est ce que je disais l'autre jour, c'est repartir un peu du positif, de voir où ça fonctionne, et quand ça fonctionne, essayer de voir comment on peut le mettre dans d'autres établissements. Alors c'est vrai qu'Orpea avait quand même pour vocation de standardiser le lieu de vie. C'est ça. De ce point de vue-là, évidemment, la marge de manœuvre devenait très étroite aux établissements pour innover, rechercher du compromis et modifier des organisations. J'ai connu des directeurs qui se sont fait reprocher d'avoir déplacé leur bureau de là à là et devant tout le monde exiger qu'ils retournent là où ils étaient, chez leur père. Et au-delà de leur père, on peut prendre leurs cousins, mais on ne les citera pas, on n'est pas là pour ça. Moi, cet été, en plein mois de juillet, j'ai eu un cadre qui m'appelle en pleurs en me disant « Écoute Fabien, j'ai tout fait ce qu'il fallait, j'ai rempli, etc. Ça va pas. Du coup, je suis parti 2 semaines en vacances et puis après en arrêt. Et on m'a mis un directeur de transition. » Alors, moi, je ne connais pas ce management. C'est quoi? Il est venu, il a inspecté tout ce que je faisais et tout ce que je faisais surtout mal. Il a monté les salariés en disant « Elle ne comprend rien, elle ne fait rien, sauf qu'elle était complètement noyée. » Et puis aujourd'hui, cette directrice d'établissement, elle a quitté ce groupe parce que finalement, on a fait du gâchis humain. Au mieux de se dire « Elle est en difficulté, on va l'accompagner, comme tu disais tout à l'heure. » Et finalement, au bout du bout, c'est qui trinque? C'est le résident. Parce que les salariés sont perturbés, les salariés n'ont plus de cadre, donc il n'y a plus de cadre de direction. Et puis au bout du bout, c'est les résidents et les familles qui se plaignent. Alors que si on reprend la méthode d'Estelle avec Montessori, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Anne-Florence. C'est effectivement la capacité aussi à voir chez les salariés qui sont fatigués, qui peuvent être en difficulté, en fin de carrière, aussi leurs ressources. Et c'est ça qui est intéressant avec cette personne dont vous nous avez parlé, qui a pu expérimenter d'autres fonctions animées dans son poste. Et c'est vrai que la transposition de la méthode Montessori, au-delà des capacités des patients, des résidents, il y a aussi et comment le cadre il arrive à percevoir ça et laisser cette liberté, en tout cas en sécurité, en confiance, dans le respect, tout en gardant l'asservissement. Mais dans le... L'assertivité. L'asservissement, c'est un rêve des anciens dirigeants d'Orpea qui travaillent sous bracelet électronique. Excusez-moi. Mais vas-y. Je voulais juste... allez-y, Estelle. Juste 2 secondes, vous parliez du cadre et de remplir les tableaux. Vous avez souvent répété ça là, depuis qu'on échange. Jamais de ma vie, j'ai demandé aux cadres de me dire s'ils avaient bien rempli leur tableau. Mais en revanche, je leur demande le temps qu'ils ont passé sur le terrain. Et ça m'est souvent reproché. C'est-à-dire que pour moi, dans le boulot de cadre, c'est 95% sur le terrain. Et alors oui, ça me donne peu de temps pour remplir les tableaux, mais j'aurais plus de mal à défendre le fait qu'il ne soit pas sur le terrain, qu'il n'ait pas rempli les tableaux. Pour moi, je peux répondre à la direction que oui, il n'a pas rempli les tableaux. En revanche, il a fait du sacré bon travail sur le terrain. Et le climat social est parfait, où il est plus serein. Et les gens n'ont pas de famille qui reviennent et qui revendiquent, parce qu'il faut aussi parler des familles. Bien sûr, qui sont de plus en plus, on a des plaintes contre nous, alors qu'on est dans cette méthode. Donc moi, je suis aussi médiatrice non médicale dans mon établissement. Je rencontre de plus en plus de familles qui sont revendicatives, qui sont pleines de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Et aux soignants et aux cadres aussi, cette difficulté d'apprendre à gérer ça. Parce que quand vous avez des familles en furie, un fils qui tape dans le mur du cadre, moi je me dis là, on a dépassé un cadre de l'acceptable. Et donc là, il a fallu reprendre correctement les choses et dire qu'on allait porter plainte aussi, nous, en tant qu'institution, pour protéger l'agent. Enfin voilà, pour vous dire que pour moi, le cadre est plus sur le terrain et je le défendrai corps et âme s'il est sur le terrain et qu'il remplit moins les tableaux. Voilà. Et on le défendra avec vous. Anne-Florence. Je crois qu'on est en plein dans le débat sur la responsabilité, en fait. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que le cadre, mais pas que le cadre, à tous les étages, puisse être responsable. Et ce qui a été présenté dans le système Orpea, alors c'est évidemment les tableaux de bord, toutes ces techniques, justement, c'est de l'hyper-technicisation et qui dévitalise totalement la responsabilité. Alors,
Nous, en tant qu'organisation syndicale, il y a deux choses. En tant que manager, on dit, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Fabien, tu ne l'as pas dit dans ces mots, mais c'est Hannah Arendt qui dit ça. Pour pouvoir être responsable, il faut être en mesure de produire du milieu pour y vivre. Et c'est vraiment ça. Enfin, Orpea, c'était l'impossibilité de produire du milieu. Et du coup, une autorité qui pouvait être extraordinairement perverse. Et l'autorité, elle était certes celle des directeurs, des numéros 1, etc., mais l'autorité suprême, c'était l'autorité financière. Donc comment est-ce qu'on se positionne, nous? C'est très difficile pour un cadre manager de proximité ou un cadre, un cadre de santé même, d'exercer sa responsabilité si finalement il n'y a pas le top one de la part du numéro 1. Si on ne passe pas d'un système à l'autre, et pour cela, le système Orpea et Montessori EHPAD, je ne sais pas comment l'appeler, voilà, c'est vraiment, c'est ce changement que vous avez fait. Dans ce changement-là, oui, le cadre, il peut exercer sa responsabilité, en effet. Et il doit l'endosser entièrement, ce qui lui donne aussi une charge supplémentaire sur le dos. Pour cela, c'est difficile d'endosser des responsabilités, voilà. Il y a évidemment sa fonction managériale, il est cadre, voilà. Mais il y a aussi le fait que s'il est syndiqué, il a peut-être des bonnes conditions pour exercer cette loyauté. À la fois, c'est une loyauté, il est cadre, il doit être loyal, mais une loyauté critique. C'est-à-dire qu'il peut être, il a un droit d'expression particulier en tant que cadre pour dire, bah oui, mais moi je ferai comme ça, mais concrètement, quoi. Enfin, il doit rester constructif. Mais je trouve, moi, et voilà, je pense que les cadres qui adhérents à santé sociaux peuvent en témoigner en général, ça leur donne un supplément pour exercer cette loyauté critique. Voilà. Et quand ils sont dans un système managérial qui le permet, eh ben, je pense que c'est une manière, en tout cas, de faire du bon travail, quoi, d'avoir une bonne qualité de travail. Et ça défatigue, j'ai envie de dire, parce que quand on est responsable, quand on est capable d'exercer sa responsabilité, on l'a tous mesuré, chacun, à certains moments de nos vies professionnelles, eh ben, on est moins fatigué. Et c'est pas forcément lié à une question de charge de travail, etc. Il y a une dimension qui est celle-là. Donc voilà, en adhérant, on se dit aussi qu'on va dans ce sens-là, comme vous allez dans le sens de l'organisation managériale. Voilà. C'est des chaînes, en fait, c'est des chaînes de responsabilité. Et s'il n'y a pas le début, les maillons, ils ne suivent pas. Mais là où tu as raison, Anne-Fleur, c'est que, et on le mesure nous très bien, là où la CFDT est implantée et on fait des bons résultats électoraux, où on est un peu partout sur le terrain, on a beaucoup moins de problématiques. Et quand il y en a, on a le temps de se poser, regarder les choses et travailler et avec nos élus et avec les cadres, etc. Là où on n'est pas implanté, où on est moins présent, etc., ben effectivement, c'est toujours dans le conflit et ça se passe toujours à la fin mal pour quelqu'un parce que le cadre, ben, il ne sait même plus sur qui se retourner. Ben, nous, nos équipes, au quotidien, quand elles vont dans les EHPAD ou elles vont rencontrer les EHPAD, on leur dit, on s'arrête 2 minutes chez le cadre, on prend un café avec le cadre. Moi, je leur dis toujours, la priorité, c'est on s'arrête avec le cadre. Déjà, juste comment tu vas? Parce qu'on se rend compte que ben, les cadres, bah, ils sont un peu débordés un peu partout, ils sont sur le terrain et personne ne prend le temps de se dire comment vas-tu, comment ça se passe et s'il y a des soucis, comment on peut déjà les régler en interne et au plus proche du terrain. C'est pour ça qu'on insiste sur du temps pour nos élus, parce que ce temps-là, ce n'est pas du temps négligeable, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'envie de venir travailler et la pierre angulaire de tout ça, c'est bien le cadre qui gère l'EHPAD public ou privé. D'où l'intérêt que ces nouvelles méthodes de management soient vraiment partagées et travaillées en équipe, formées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Complètement, il faut qu'on ait tous cette même ligne de conduite. Ce que je voulais juste rajouter, c'est les fois où on observe que les cadres sont moins engagés, ont des freins, c'est souvent la peur. Et quand on est encadrant de cadres, l'idée c'est de comprendre pourquoi ils n'y vont pas. Et ça, je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, c'est dans la formation de communication non violente où on apprend à travailler sur soi que j'ai discerné ça un peu. C'est que qu'est-ce qui fait, quel est le levier qui fait qu'il n'y va pas en fait. Il n'y va pas parce qu'il a peur, parce qu'il est devant toute l'équipe, parce qu'il est fragilisé pour telle ou telle raison, il n'a pas le soutien dont il a besoin, ou il n'a pas eu l'écoute et il n'y a pas de représentant de votre
de votre syndicat au sein de notre établissement, mais pour autant, il y a d'autres représentants, mais pour autant, on est sensibilisé au fait qu'il y ait besoin de cette écoute-là. Et effectivement, c'est un plus. On a beaucoup échangé, les formations, le fait de prendre de la distance par rapport aux situations permet de prendre du recul et de mieux comprendre. Et puis le socio-constructivisme, à nous tous, on peut avancer et décrypter les situations. Donc effectivement, je pense que ça n'existe pas, les mauvais agents, les mauvais cadres, les mauvais dirigeants. C'est des gens qui sont perdus, qui n'ont plus une notion de sens ou qui ont des peurs qui leur... voilà, c'est à eux de prendre leur responsabilité, on est d'accord. On ne prend pas la place d'eux, hein, par contre. Voilà. Je pense que le dialogue social, c'est aussi une façon de se sécuriser. C'est-à-dire que dès lors que on rencontre un délégué du personnel, un délégué syndical, qu'il y a un échange, qu'on peut se quitter en n'étant pas d'accord, d'ailleurs. Le tout, c'est d'avoir formulé ce sur quoi on est d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord, et pourquoi on n'est pas nécessairement d'accord, permet déjà de construire un espace plus sécurisé. On sait où on est en conflit, on sait où on n'est pas en conflit. On sait où on est d'accord, on sait où on n'est pas d'accord. Rien que ça, dans ce dialogue-là, c'est une façon de séréniser la relation. Je reprenais tout à l'heure le fait que cette sécurité psychosociale, elle est nécessaire à tout le monde. Y compris, je ne suis pas d'accord avec tel collaborateur, il le sait, je le sais, on vit ensemble. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il va se passer quoi que ce soit. Ça fait partie des règles de la vie. Je pense que notre société et les événements de 2024 le démontrent parfaitement. On a du mal à gérer ça, et pourtant, c'est les règles de base de la vie en société. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. On ne peut pas faire l'unanimité, voire même, certains n'arrivent pas à faire de majorité. Et pour autant, il faut qu'on avance. Et pour autant, il faut qu'on avance ensemble, parce qu'on n'avancera pas les uns contre les autres. Donc, c'est ça qui est peut-être dans le dialogue social, dans le compromis, bien sûr, ou en tous les cas, dans le fait de se dire, voilà, on a des avancées pour avoir quand même un petit peu d'expérience dans le dialogue social. On a des avancées, c'est pas ce qu'attendaient les partenaires, c'est plus que ce qu'attendaient d'autres partenaires. Est-ce qu'on a reculé? Est-ce qu'on a avancé? On a avancé. Est-ce qu'on a été là où tu désirais? Non. Est-ce qu'on a été au-delà de ce que je désirais? Oui. Bon, voilà. On est arrivé sur ce point-là. C'est déjà une étape. On se fait ça. Et déjà, si on le fait, c'est déjà un progrès. En tout cas, je pense que nous, cet après-midi, on est allé au-delà de ce qu'on espérait. Moi, pour ma voix déjà. Mais en tout cas, c'est vrai que le terme reconnaissance, en tout cas, reconnaissance des personnes âgées dans ce qu'elles sont, Diane Florence, reconnaissance des agents, reconnaissance des salariés, au profit en tout cas de cette société qu'on veut vivre ensemble. Un mot de la fin chacun. Estelle. Ravie de cet échange, et puis je repars avec beaucoup de questionnements, c'est ce que j'aime, et de clés aussi, vous m'avez apporté beaucoup de choses. Je suis une militante de la cause personne âgée. Je suis extrêmement, et pas tous les pores de ma peau, animée par ça, ce désir de prendre soin et d'accompagner jusqu'au bout avec dignité toutes les personnes âgées que l'on deviendra. Donc c'est notre cause commune en fait. Et qu'elle est aussi le reflet de ce que était notre société, et qu'on a cette responsabilité de leur permettre cette transmission qui normalement est leur rôle aussi dans notre société. Voilà. Et puis mettre de l'humain, du soin dans les soins, ça a toujours été mon cheval de bataille. Donc merci de m'avoir permis aujourd'hui de participer à ce premier webinaire et de tout ce que j'en retiens. Merci beaucoup. Moi, mot sur la fin, comme je suis début créatif, il faut forcément que j'en parle un petit peu à la fin. Non, moi, ce que je retiens, c'est effectivement les échanges que vous dites et développer votre méthode, parce qu'elle est pour moi primordiale. La CLDT Santé Sociaux, depuis déjà l'affaire Orpea, travaille notamment sur la financiarisation de la santé, et on va sortir 2 rapports, et je vous invite d'ailleurs, c'est disponible le 21 janvier prochain, on fera une conférence de presse sur le sujet, puisque ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, les grands décideurs au-dessus demande beaucoup de choses au cadre, et puis on voit bien qu'on fait du maximum de profit, et
au bout du bout, il reste ce qu'on dit, les résidents ou les personnes âgées qui en subissent. Donc on va sortir bientôt de rapport et on s'est spécialisé là-dessus avec un secrétaire général pour se dire mais qu'on redonne du temps humain, qu'on redonne du temps aux gens pour prendre soin des gens. Et on voit bien que dans les crises qu'on connaît, RPA, etc., où les grands groupes qui ferment ou qui sont en liquidation judiciaire parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans le montage et que c'est à tous les étages, effectivement, voilà. Et ce que vous dites fait du bien parce que dans un cadre un peu anxiogène, comme tu le disais, avec une dissolution, une censure, on ne sait plus trop où on est, ça fait du bien d'être un peu positif avant les fêtes de fin d'année, de se dire que il y a le dialogue social qui est là, il faut vraiment entrer dedans parce que c'est la seule solution pour nous, en tout cas CFDT Santé Sociaux, pour apporter quelque chose à tous les niveaux de la résidence. Alors un mot de la fin, c'était bien dit. Je suis toujours un peu long. Ça me laisse, non mais c'est bien. Un mot de la fin, cette idée que quand même la santé, c'est... Enfin, les Français disent tous que c'est vraiment la chose à laquelle ils sont le plus attachés. Avec des personnes vulnérables, la question est d'autant plus cruelle quand on sait comment ça se passe dans certains EHPAD. On a parlé d'Orpea, mais finalement c'est peut-être une majorité. Dans ces cas-là, c'est finalement le travail tout en entier qui est attaqué. Et le travail aussi est vulnérable face à des enjeux comme la finance, comme le pouvoir, comme la volonté de dominer, voilà. Donc je crois, quand j'entendais tout à l'heure Fabien dire, voilà, il faut fabriquer du milieu, il faut fabriquer des innovations et ça faire cela, fabriquer du milieu pour y vivre, pour y travailler, ça ne se fait pas à un, ça se fait forcément en coopération, en collectif. Et voilà, et c'est pour moi une force, une puissance du syndicalisme que d'être en mesure de proposer cela. Je pense que le militantisme dans lequel nous sommes inscrits finalement les uns les autres, c'est de transformer aussi le management. On parlait du management en EHPAD, on pourrait dire c'est le management en santé. Et si j'ai bien entendu Florence, on parle d'une maladie, c'est la maladie du management. Il faut transformer ceci. Alors, c'est pas vrai partout, voilà, il y a des belles expériences, mais reste inscrit, y compris dans les écoles de management, à apprendre à manager. Alors, il reste aussi de belles expériences. Et c'est vrai que ce webinaire, il a été fait grâce à un ami, Loïc Martin, qui nous a mis en contact avec Estelle, et dont je recommande le livre, justement, sur l'engagement et le leadership en santé, qui est très bien aussi, qui pourra vous permettre de voir d'autres expériences aussi, en quoi, effectivement, les managers peuvent aussi proposer, avancer en matière de santé. Il est disponible chez SLV. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci. Et merci à Norbert, merci Julien pour votre aide technique. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à communiquer ce webinaire qui est visible en replay et à le faire savoir autour de vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.